Enfer sur Terre, donc, plage et canicule, inéquité de ressentiment du réchauffement climatique entre riches et pauvres dans ce pays. Bah écoutez, vous reprendrez bien une semaine de canicule qui a été annoncée ici. On en a un résumé par Le Point, on en aura un autre par le journal Libération, et notamment la Chine, enfin c'est tout l'hémisphère nord, mais la Chine qui, bah forcément l'hémisphère nord, puisque l'été... et qui a battu son record de chaleur qui était aux alentours des 50 degrés et maintenant voilà une température prise au sol 52,2 degrés à l'ombre à Xinjiang. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, probablement pas, c'est quand même assez fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Plus de 50 degrés, soit 50,2 degrés, donc c'était le dimanche 16 juillet dans l'ouest du pays selon la météo locale. Jusqu'à 80 degrés au sol. Ah oui, non, oui, c'est ça l'autre chiffre qui est fou. La température au sol, il a atteint localement dimanche. Est-ce que c'est toujours au même endroit? La météorologie nationale, la ville oasis de Turpan, aussi écrit Turfan. La température au sol y a atteint localement dimanche 80 degrés Celsius. Ouais, on précise Celsius du coup, selon les services météo chinois, les vagues de chaleur en plein été ne sont pas inhabituelles en Chine. Ah ouais, ça va, c'est l'été, il fait chaud. On va regarder où c'est Turpan, j'ai pas eu la curiosité avant l'émission. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, bah, la préfecture. Donc globalement, ça a l'air assez désertique, c'est vrai. Et donc c'est dans le Xinjiang aussi. Globalement, ouais, pourtant c'est le nord-ouest du pays, hein, mais... Après, oui, le nord-ouest du pays, c'est globalement un petit peu énervé quand même en termes de latitude. En termes de latitude ou en termes de microclimat, je sais pas, ouais, par rapport à la Mongolie, le Kazakhstan. Après, la Mongolie, ouais, c'est désertique, mais c'est désertique différent. Après, désertique, il me semble, c'est très froid la nuit, très chaud le jour. Bref, on n'a pas trop envie d'y être. J'en ai marre de ces chaînes de fachos sur Twitch ou des idiots se lâche en étant clairement raciste et xénophobe, sinon à part ça tout va bien. Et pourtant il me semblait que Twitch c'était encore relativement, tu vois, épargné Samos à ce niveau-là, que par rapport à YouTube. Moi je viens de YouTube, c'est une autre forme d'enfer sur Terre. Convenons-en ensemble. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait un sujet de France 24, histoire de pouvoir boire quelques gorgées de café de mon côté. Regardons ça ensemble. Comment ils ont titré? L'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule après un certain redoux. Et bah c'est reparti. Et en même temps, bah on est mi-juillet, donc c'est le moment où ça va commencer à claquer un petit peu. Au cœur de la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe l'Europe, l'Italie, où les températures pourraient dépasser 40 degrés avec des maximales à 48 degrés en Sardaigne. À Rome, la chaleur est écrasante, mais cela ne décourage pas certains touristes de patienter pour visiter le Colisée. Heureusement, nous avons une location avec une piscine dans laquelle nous restons jusqu'à 3 heures de... Alors par contre en Grèce, ils ont fermé certains bâtiments au moment les plus chauds de la journée du coup. L'après-midi. J'ai avec moi cette petite serviette. Ça me permet de me rafraîchir et je bois aussi beaucoup d'eau. Au Vatican, la chaleur n'empêche pas la ferveur de ces pèlerins africains. Ils sont habitués aux températures tropicales. Oui, j'allais dire, c'est plus cheaté pour eux du coup. Et sont pourtant surpris par le climat de la place Saint-Pierre. Malgré tout. Vous avez vu, ils hurlent wouhou tellement il fait chaud et qu'ils se brûlent les pieds sur le sol, tu vois, malgré les chaussures. Donc, que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. On a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple. Ah oui? Ah parce qu'ils se sont dit, ils se sont fait trop balades, ils se sont dit vas-y bon déjà on va faire un truc par rapport à notre religion, ça va être cool comme voyage, mais en plus on est en plein été, bonne strat, allons un peu plus au nord. Et bah ça n'a pas fonctionné. En République démocratique du Congo. 95 degrés Fahrenheit à Miami en Floride, soit 35 degrés Celsius. Car la vague de chaleur se propage dans tout l'hémisphère nord. C'est l'enfer, c'est chaud, c'est une chaleur de folie. Je n'ai Ah ouais là, le petit ventilateur qu'elle a, je pense que ça ne va pas suffire. Jamais vu une chaleur pareille. 39,8 degrés à Tokyo, au Japon. Sur les avenues, les brumisateurs fonctionnent à plein. On n'a pas ça, nous. Vas-y, je veux des brumisateurs dans les trucs publics. Vas-y, Louis Boyard va au Parlement et exige des trucs comme ça, s'il te plaît. Ventilateurs individuels et éventails sont de mise. Juste faire quelques pas, c'est déjà épuisant, car on transpire déjà en ne faisant rien. La vague de chaleur devrait durer toute la semaine.
Eh bien, on s'en réjouit d'avance. Comment vous la vivez, vous, déjà? Je vous ferai peut-être monter à la fin du sujet pour que vous me racontiez comment vous vivez cet été et comment vous pensez vivre la suite de l'été également. Donc on avait un article de Libération relativement court en page Monde. Ils avaient rien d'autre en Monde. Monde, le monde brûle. Voilà, bah écoutez la page Monde, débrouille-toi avec ça. Canicule de Los Angeles à Tokyo, un hémisphère en fusion avec une image qui le représente plutôt bien. Je crois que c'est aux États-Unis ici. Ah, la page se divise. Dans le comté californien de Riverside. Bienvenue en Californie. Californication. Bah ça brûle un petit peu quand même. Comment ça se passe? Un article qui est écrit par Léa Masguin. Semaine 256. Nous battons actuellement des records de chaleur dans le monde entier, c'est une urgence. Une énième fois, la militante écologiste suédoise, je vérifie que mon micro est bien rallumé, Greta Thunberg, a tenté de sonner l'alarme sur son compte Twitter sur l'inquiétante et dangereuse canicule qui frappe une grande partie de la planète. Quelles régions sont exemples? On en a parlé en Écosse, on en a parlé au Canada largement, d'ailleurs dans le Canada français aussi. Ça s'appelle pas au Québec du coup. Mais il me semble qu'il y a une autre province où ils parlent français. Je ne veux pas dire de bêtises sur l'international. De l'Europe aux États-Unis en passant par le Japon, plusieurs pays ont connu les journées les plus chaudes jamais, enregistrées plusieurs jours d'affilée, ainsi que des intempéries persistantes. Alors oui, si ça peut, là où ça brûle, ils sont peut-être contents d'avoir des intempéries. Ça dépend. Beaucoup de vent, ça aggrave. Par contre, un peu de pluie, ça peut aider. Moi, c'est cool en Basse-Picardie. Oui, tu fais partie des gens qui ont le ressenti ventosesque, du coup, toi, tu as cette chance, NC Julot. Je suis heureux d'habiter juste à côté de la forêt. Bah, jusqu'au moment où elle brûle, fais attention quand même, vérifie la forêt. De temps en temps, peut-être je jette un petit coup d'œil furtif, un coup d'œil sur le live, un coup d'œil sur la forêt, comme ça, on n'est jamais trop sûr. Un phénomène météorologique extrême et meurtrier qui illustre une nouvelle fois les conséquences du réchauffement climatique. L'explication à la vague de chaleur intense dans le sud de l'Europe a un nom, Charon, comme le satellite de Pluton. Je crois que c'est un dieu infernal ou un sous-dieu, un truc comme ça, ou un démon ou un truc comme ça, non? C'est pas ouf. Cet anticyclone en provenance d'Afrique du Nord entraîne ces derniers jours des températures extrêmement élevées dans les pays du bassin méditerranéen. Italie, Grèce et Espagne en tête. On aura l'occasion de reparler de l'Espagne du coup plus tard. Dans la revue de presse, selon les prévisions, le record de température en Europe, atteint en Sicile il y a 2 ans, pourrait même être battu ce mardi. En Sardaigne, si le thermomètre il dépasse les 48,8 degrés. Alors oui, c'est moins que les 52,2 en Chine, mais bon, tout de même. En Italie, le niveau d'alerte le plus élevé a déjà été signalé dans 16 grandes villes, dont Bari, Bologne, Cagliari, Florence, Pérouse ou Palerme. La capitale, Rome, est même devenue une ville infernale. Voilà, ce ne sera plus la ville éternelle, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. La ville infernale, bah, je ne sais pas si ça va aux gens de là-bas. Où la chaleur inhabituelle pour un mois de juillet met à mal le quotidien des habitants et des touristes qui déambulent dans les rues étouffantes. Quelle idée d'aller à Rome en été! Bon, je comprends pour les gens qui viennent d'encore plus au sud que Rome, mais sinon, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai une copine qui est en Tunisie actuellement, donc de toute façon, il y a des gens qui aiment jouer avec le chaud, en tout cas. On la salue. Donc, qui met à mal le quotidien des touristes et des habitants. Voilà, c'est comme ça que le décrit le Times. En Grèce, la chaleur est si insoutenable, non, il n'y a pas de liaison, si insoutenable, qu'elle a poussé l'acropole d'Athènes à fermer ses portes aux heures les plus chaudes de la journée de vendredi, quand le thermomètre affichait plus de 40 degrés à l'ombre. Moi, je me souviens aussi, bon, vous allez me dire, c'est la fonction publique. Quand je travaillais à la mairie de Paris, j'avais déjà raconté ça. La canicule de 2003, j'y travaillais en tant que vacataire, justement. Travaille 1 mois pour payer tes vacances le mois d'après. Et on travaillait plus que 6 heures par jour parce que c'était la canicule. Ils avaient fait une annonce, bonjour, vous allez travailler 1 heure de moins par jour. On avait dit, mais très bien, basé. Ça se disait pas basé à l'époque, mais on le ressentait. Il y avait un ressenti de basement. Est-ce que vous suivez un peu le délire? Aurélien est en congé. Mais Aurélien, il vient s'il veut, je ne sais pas. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y avait besoin de modération? Dites-moi sur le chat. Moi j'ai 40 degrés mercredi, c'est la PLS. Force à toi, Lonuchiwa. L'Espagne, elle, est aussi devenue un four d'après le journal El Confidencial. Bah, c'est plus très confidentiel du coup, on est au courant maintenant. Selon lequel le nouvel épisode de chaleur durera jusqu'à mercredi, en partie dans les zones du centre et de l'intérieur sud de la péninsule. Ils font un point spécial sur l'Espagne, mais vu qu'on en reparlera plus tard, on s'abstiendra peut-être, lisez-le. C'est en page 11 du Libération d'aujourd'hui, le 17 juillet 2023. Un peu bizarre à prononcer. Si un pic de chaleur, là aussi, il n'y a pas de liaison, est attendu
mardi sur la France. Le sud-est du pays connaît actuellement un épisode non exceptionnel pour la saison, mais d'une persistance, dont la persistance nécessite une vigilance particulière. Ah oui, c'est pas exceptionnel, mais la récurrence peut-être devient exceptionnelle, et en tout cas met en cause un peu la pérennité des cultures, de la survie, de tout ça. Annoncé Météo France. L'été dernier, les chaleurs extrêmes ont causé plus de 61 000 décès en Europe, où le réchauffement évolue à un rythme 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Alors on avait comparé 2003, après 2003 les gens étaient moins préparés aussi. Donc des fois sur certains étés les chiffres étaient pires en 2003 en termes de décès. Elle en dit quoi, Madame Soleil? Elle vient de faire un truc en 2 parties pour dire que les éoliennes c'est de la merde. Je commençais à regarder le début de la partie 1 qui fait déjà 1h50, un truc comme ça. De la Floride à la Californie, du coup on n'en fera pas de réact, c'est beaucoup trop long. Je vous donnerai peut-être un avis si je me chauffe à tout regarder. De la Floride, pour l'instant c'est surtout du témoignage on va interviewer des gens qui disent « Ah regardez, ça fait plein de bruit les éoliennes, c'est horrible !» Bref. De la Floride à la Californie, en passant par le Texas, près d'un tiers des Américains, soit environ 113 millions de personnes, sont actuellement sous le coup d'une vague de chaleur qualifiée d'oppressante. Donc ça oppresse quand même 113 millions de gens. La situation est très préoccupante dans le sud-ouest du pays, d'où la Californie, où le National Weather Service, le service national de météo, a averti que la population devait se préparer aux températures les plus élevées de l'année, frôlant les 48 degrés dans certaines régions désertiques. La ville de Phoenix, capitale de l'État d'Arizona, a enregistré dimanche des températures supérieures à 43 degrés pour la 17e journée consécutive, un quasi-record depuis 1974. Les habitants décrivent, et ça me fournit un titre à ce live, un enfer sur Terre. Petit rire un peu démoniaque. Une dizaine de personnes sont déjà décédées cette année des suites de la vague de chaleur, et des cas de brûlure au 3e degré ont été signalés chez plusieurs sans-abri. De brûlure au 3e degré avec le soleil? What? Ou avec des incendies? Je comprends même. Le doute est permis maintenant. À Las Vegas, qui pourrait atteindre son record absolu de 47 degrés ces derniers jours, des touristes déshydratés et des personnes âgées inconscientes ont dû être transportés en urgence à l'hôpital. Mais papy, c'était vraiment urgent de... Ah non, c'est peut-être un mec qui habitait, peut-être pas un touriste. Touristes déshydratés et personnes âgées, ce ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire, est-ce que c'était le meilleur moment pour faire un peu de gambling, quoi? Je ne sais pas. Ça n'en reste pas moins inquiétant. Le record du monde de la température la plus chaude jamais mesurée de manière fiable sur Terre, 54,4 degrés, on n'était pas très loin là en Chine, hein, dans le Xinjiang, où je crois, pourrait même être battu dans la vallée de la mort dans les jours prochains. La plus chaude jamais mesurée de manière fiable sur Terre. Bon bah vas-y, battons ce record. Mais c'est toujours une illusion d'optique et thermique, hein, bien sûr, le dérèglement climatique. Alors que près de 700 personnes meurent chaque année de la chaleur aux États-Unis, surtout quand on bat les records tous les ans, tu vois, mais... En tout cas en France, on a vu pas mal de situations où c'était record battu et précédent record... Ah, précédent record 2022, d'accord. Alors que près de 700 personnes meurent chaque année de la chaleur aux États-Unis, les prévisionnistes ont rappelé, plutôt, aux Américains que la longue canicule est extrêmement dangereuse, en particulier pour les populations les plus vulnérables. D'autant que plusieurs régions du pays font face à d'importantes et dangereuses intempéries. Ah, ça va peut-être éteindre le feu qu'est là, ça par contre. On verra. En Californie, justement, où le thermomètre oscille entre 41 et 45 degrés. Ça va, pour une moyenne à l'ombre, c'est cool. Près de 300 pompiers luttaient ce week-end contre de violents incendies, principalement dans les zones rurales du comté de Riverside. Dans les régions des Grands Lacs, du Midwest et des Hautes Plaines du Nord, change de scope, des alertes des alertes à la qualité de l'air ont par ailleurs été mises en place en raison de la concentration épaisse de fumée venant des feux de forêt canadiens. On en parlait tout à l'heure. À la faveur d'une météo sèche et chaude, le Canada voisin est en proie à des méga-feux. On passe de devenir des giga-feux, on ne sait pas. Dont près de 500 étaient hors de contrôle samedi. Plus de 500 méga-feux hors de contrôle. Mais c'est qui cet homme glissant? Ça se passe là bien. Et merci à Gore Anarchy qui nous raide avec un gros bataillon de 118 personnes. Comment ça va? Ça me fait penser à 118, 118, ça existe encore ces trucs-là. Ça m'a marqué à vie. Vous parliez de quoi ce soir chez Agor? Et je m'étouffe. Par solidarité avec les Californiens. Salut à Gordon, salut à Furtling, salut à Glycine. Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée,
soit plus de 11 fois la moyenne sur un an de la dernière décennie. 11 fois la moyenne! Ça peut, effectivement, je ne sais pas s'il y a des records à établir là encore, mais on peut tenter des choses. Remettons en plein écran, ce sera un peu plus léger. De l'autre côté du globe, hop, changeons d'endroit, le Japon a émis dimanche des alertes aux coups de chaleur pour des dizaines de millions de ses habitants, vivant dans près de la moitié des 47 préfectures du pays. Selon le quotidien anglophone Japan Times, près de 3000 personnes, quand même, ont été hospitalisées à Tokyo, juste pour Tokyo, ou de la région qui ont été rapatriées dans un hôpital à Tokyo, je sais pas, pour la seule semaine du 3 juillet en raison des températures extrêmes. Craignant une pénurie d'ambulances, les autorités ont exhorté la population à s'hydrater, à rester à l'ombre et à porter des vêtements adaptés. C'est un peu minimal. Vous voulez pas faire des brumisateurs comme... Après, ouais, l'eau potable, en termes de gestion de l'eau potable, est-ce qu'avoir des brumisateurs dans la rue, comme on le voyait tout à l'heure, est-ce que c'est très opportun à plus long terme? Craignant une pénurie d'ambulances, donc voilà, adaptez-vous. La situation est d'autant plus alarmante que le Japon fait également face dans le sud-ouest aux pluies les plus abondantes de tous les temps. Bon, moi, cet endroit ne brûlera pas. Selon le service national de météo, au moins 8 personnes ont perdu la vie, tandis que les pluies torrentielles qui sont abattues sur plusieurs régions de la Corée du Sud ont tué une trentaine de personnes, la plupart en raison des glissements de terrain. La Chine n'est pas non plus épargnée par ces conditions météorologiques exceptionnelles. La semaine dernière, le pays a battu son record du nombre de journées chaudes sur 6 mois, un phénomène qui a entraîné une production record d'électricité, probablement à cause de l'augmentation de l'utilisation des climatiseurs, eux-mêmes responsables de l'aggravation du réchauffement climatique. Je ne vois pas comment ça ne pourrait pas fonctionner. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à un petit peu. Ville dense plus population vieillissante, bonjour le combo, ouais, gagnant, je sais pas, pour les vendeurs de climatiseurs, ça, probablement gagnant pour eux, oui, c'est... Donc en petit bonus, et je vous propose pour ce petit bonus d'écouter, ce que j'avais prévu en bonus du bonus, mais je ne peux pas vous les faire écouter, c'est copyrighté, un classique du ministère amer sur cette question qui s'appelle Un été à la cité. Si vous voulez vous le mettre en fond, en mode repeat ou peu importe, je vous mets le lien sur le chat. Et donc, on va écouter voilà comment se passent les étés dans certaines cités, notamment marseillaises, où la mer n'appartient pas à tout le monde. C'est un article d'aujourd'hui par Sophie Bourlet. Et ensuite, je vous inviterai à monter à l'antenne si vous souhaitez. On aura aussi une petite capsule de France Culture. Et si vous souhaitez nous parler de comment vous vivez cet été, comment vous avez vécu peut-être d'autres étés un petit peu similaires en intensité, eh bien, Radio Libre. Beau morceau, toi tu connais de l'air. C'est un peu un morceau pour les anciens, mais c'est les OG. Et moi en plus il venait de chez moi parce que moi j'étais à Sarcelles du coup 95-200 tout ça, c'était le groupe de... Moi j'ai grandi là-bas, genre on allait au secteur A acheter des cassettes à la main, tu vois, de la main à la main. D'ailleurs on avait super peur parce que les mecs ils avaient vraiment l'air d'être des gros gangsters, les mecs qui vendaient ça, et nous on était à l'école primaire, bref. Voilà, on avait nos cassettes pas chères donc on était contents. Ce mercredi, donc à Marseille, il est 14h pétante lorsqu'une bande de jeunes s'engouffre dans le centre social de Busserine. Alors, de la Busserine. Alors, la Busserine, on va regarder où c'est. Parce qu'on va voir, on va les emmener à la mer. Alors que c'est pas très intuitif pour nous, les non-marseillais qui ne savons pas trop comment c'est foutu là-bas. Tu te dis, bon, à Marseille, ils galèrent pour aller à la mer. Comment ça se fait? C'est pas si loin pourtant. C'est pas si loin, en fait, si. Parce que tout ça, c'est des ports. Donc, en fait, pour aller aux plages, c'est à partir d'ici, plage du Prophète, vous voyez. Donc, ça fait déjà un petit peu, faut traverser quand même plusieurs arrondissements. Ou alors, il faut arriver directement après les stacks, plage de la Lave, etc. Je vous dis ça juste de Google Maps. Dites-moi, c'est les Marseillais, si je ne dis pas de bêtises. Et on parlera notamment des îles. Alors, c'est pas les îles du Frioul, je sais plus exactement comment elles s'appellent. Il me semble que c'est ça. Donc, en fait, la problématique se pose pour les jeunes de ce quartier. Le bus affrété par l'association Le Grand Bleu, garé devant le local, attend. L'excitation est à son comble aujourd'hui, c'est sorti en kayak à la plage de Corbière. Sandra Chabani, directrice du centre aéré des plus petits, regarde les jeunes avec bienveillance. Elle se souvient de sa première sortie à la plage. C'était tard, je devais avoir 16 ou 17 ans avec la mère d'une amie. 16 ou 17 ans, j'ai grandi en région parisienne et alors j'avais de la chance d'avoir de la famille à Bordeaux, du coup on pouvait quand même aller à la mer l'été quoi. Mais alors tu te dirais pas qu'à Marseille, t'attends 16 ou 17 ans quand tu viens de certains quartiers. Eux, ils ont eu de la chance qu'il y ait une association qui les emmène avant, quoi.
Car si Marseille résonne comme une destination balnéaire ailleurs en France, pour beaucoup de ses habitantes et ses habitants des quartiers nord, la mer se regarde souvent du haut des tours plutôt que les pieds dans l'eau. Dans le Car, et on a ici justement une photo du Car, ils n'ont pas rempli tous les sièges, il y a au moins un siège de... Ah, c'était peut-être le siège du photographe, j'allais dire, tant qu'à faire, est-ce que vous pouviez pas prendre le maximum de gens, quoi? Voilà, dans le Car. Les collégiens font de rapides calculs. Tu marches 15 minutes jusqu'au bus 38, et après tu prends le 35. Ouais, déjà, dès que tu dois faire un changement et un peu de marche, et plus l'attente des deux bus, bah ça devient un petit peu des usines à gaz en termes de transport en commun, quoi. Depuis le centre social, alors on verra, il y a des gens qui viennent de quartiers qui sont plus proches et qui sont, voilà, eux ça se passe mieux du coup. Depuis le centre social, le navigateur affiche 1 heure de transport en commun minimum. C'est ma première baignade de l'année, s'enthousiasme Abraham, 14 ans. D'habitude, j'y vais en voiture, avec mes grands frères. Quand on vient de la Busserine, aller tremper ses pieds dans l'eau semble une gageure. Tout le littoral nord, justement, on regardait tout à l'heure, de la ville est mangé par les 400 hectares du grand port maritime de Marseille, qui barre l'accès à la mer. La plage la plus proche, c'est celle de Corbière, dans le 16e arrondissement, à l'extrémité nord de la ville en contournant le port. Les plus téméraires, ou les chanceuses et chanceuses qui ont une voiture, se rendent parfois au sud, jusqu'à la plage de David au Prado, dotée d'un grand parking. Les habitants les plus riches du sud de Marseille, où le prix du foncier triple par rapport au quartier nord, profitent des balades sur la corniche Kennedy, piétonne 1 fois par mois. On n'a pas des endroits, nous, à Bordeaux, comme ça, 1 fois par mois, c'est piéton. On a des grands trucs piétons, genre la rue Sainte-Catherine. Je crois que c'est la plus grande rue piétonne d'Europe, un truc comme ça. Mais on n'a pas des endroits qui sont piétons 1 fois par mois. Et des petites criques préservées de malmousques ou des goudes. Un contraste saisissant pour la ville phocéenne, assise devant les eaux scintillantes. Sur la plage de Corbière, coincée entre un vertigineux viaduc et les premières barrières qui encerclent le port autonome et ses croisières enfumées, les minots se chambrent sur la couleur de leur maillot ou la température de l'eau. Le niveau de natation est bof selon Hamza, 15 ans. Au pire, on flotte. Équipés de gilets sauvetage, effectivement vous allez flotter, toutes et tous ne sont pas à l'aise au moment de se jeter à l'eau. Alors ils disent toutes et tous, même si bon, ils vont préciser plus tard que en fait il y a que des mecs. A plus Black Rabbit. J'y pense, la canicule, personne n'a encore dit que c'était à cause de la Noops. C'est vrai que c'est étonnant, Zen. Étonnant, effectivement. Et bon, ils sont pas tous à l'aise, du coup, ouais, en plus, tu te dis, ouais, t'es Marseillais, tu dois savoir mieux nager que quelqu'un qui est montagnard ou citadin très très loin d'un littoral. Bah, pas nécessairement. Selon une étude de la mairie, 40 à 50% des enfants marseillais ne savent pas nager en entrant en 6ème, donc à 12 ans. Alors ça dépend, 12 ans c'est si on n'a pas redoublé. La Cour des comptes pointait en 2016 un ratio de jeunes par habitant 6 fois inférieur à la moyenne nationale. Un ratio de jeunes, un ratio de piscine. Ouais, c'est vrai que... Bah alors, est-ce que c'est la mairie qui se dit, bah ça y est, on n'a pas besoin de piscine, on a un littoral. Ouais, mais si le littoral, c'est que des ports, et que y a pas de piscine, et que bah, les transports, ils ont pas l'air d'être super optis pour les gens de certains quartiers, bah... ça va pas forcément de soi. Alors après, on avait vu de toute façon, en plus, que les piscines, de plus en plus souvent en délégation de service public, ne jouaient pas le jeu. Alors, ne jouaient pas le jeu, surtout en hiver, parce qu'ils voulaient pas chauffer, vu qu'il y avait eu la hausse du prix de l'énergie. En attendant, les jeunes s'élancent vaillamment sur des kayaks vacillants, dans des éclats de rire et d'eau. Et du coup, on voit les monos de l'association Le Grand Bleu. Malgré les nuages menaçants, ah, c'est vrai que c'est plus gris que bleu, effectivement. Quelques familles se sont installées sur le sable. Mais la plage, c'est surtout entre collègues, comprendre entre amis selon les jeunes, pour sauter des rochers, et bientôt pour parler aux gadgets, les filles. Elles ne sont pas bien nombreuses et complètement absentes du groupe venu du centre social. De l'autre côté de la base nautique, Célia, Marois et Lina, collégiennes également, se tartinent de crème solaire. La plage, elles adorent. On vient du Consolat. Tu vois là-bas, montre Marois, en étendant le bras vers des immeubles roses, derrière les barrières du port. Seulement 10 minutes en bus pour elle, via la ligne 35. Ah, les autres aussi devaient prendre la ligne 35, mais ils avaient un changement avant. Qui termine à Corbière. S'il n'y a pas de contrôleur, sinon on marche, rit-elle. Pour un mercredi après-midi, les jeunes ne se bousculent pas dans l'eau. Swilihi, 33 ans, désolé si j'ai écorché son nom, a grandi dans le quartier de Fontvert. Ah, c'est pratique pour faire des vidéos, mais pour se baigner, je ne sais pas, je me mets un rire pour l'occasion. Non loin de la Busserine, le quartier des jeunes juste avant. Il constate,
C'est des barrières psychologiques aussi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à ce que je sois adulte, c'était dans mon quartier. Avec ses amis d'enfance, il a créé l'association culturelle Système D. Il se rappelle une sortie au Vieux-Port durant laquelle un gamin émerveillé lui avait dit qu'il avait l'impression de n'être plus à Marseille. C'est triste, tu vois. Ça, il voit la plage, il se dit « j'ai plus l'impression d'être à Marseille » parce que pour lui, Marseille, c'est pas du tout l'image balnéaire. C'est juste des tours d'immeubles entre le gris et le rose, du coup, puisqu'il nous parlait d'immeubles roses. Il y a ce sentiment de ne pas être à notre place. C'est pas chez nous, on sera mal vu. Rien n'est fait pour que les jeunes soient dans l'ouverture. C'est une histoire de relégation et de ségrégation territoriale, analyse-t-il. Célia, Marois et Lina passent une partie de l'été à Marseille. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, 45% des Françaises et Français âgés de 5 à 19 ans ne sont pas partis en vacances durant l'été 2021. 45%. On peut dire, ouais, quasiment la moitié des gens qui sont pas partis en vacances. Pareil, on tient le pont. On reste là tout l'été pour vous aussi. Si vous ne partez pas en vacances, n'hésitez pas à faire des dons si ça vous fait plaisir. Et si vous vous sentez moins seul. Mais les trois camarades, malheureusement avec 45%, se sentent souvent beaucoup moins seuls. Et merci pour le follow, Peridot. Sûrement quelqu'un qui aime jouer des spédots dans les MMORPG. Ou qui aime mettre beaucoup de petits points. Mais les trois camarades, du coup, Célia, Marois et Lina, pleines de ressources, ont des stratégies pour se rafraîchir. On rentre de la plage, petite douche et hop, on va au parc dans le quartier. On passe toute la journée dehors, raconte fièrement Lina. C'est nul la maison. Pleine de frères, de sœurs et de moustiques, ajoute Marois. Selon l'INSEE en France, plus de 60 000 enfants vivent avec leur famille dans une seule pièce. J'ai connu aussi des familles où les parents vivaient dans le salon pour que les enfants puissent avoir une chambre chacun. Et du coup, eux, ils n'avaient pas de chambre. Bref, des fois, c'est compliqué. Moi, j'ai quand même connu une famille où il y avait la mère, la grand-mère, et les deux dormaient dans le salon pour que les enfants ils puissent avoir une chambre. Hein, quoi. Eux, ils ont une seule pièce, il n'y a pas le choix. Tout le monde vit là. Ça devrait être interdit de louer un studio à une famille, wesh. De quoi faire monter la température en cas de forte chaleur, tu m'étonnes. Dans ses recherches, le spécialiste en études urbaines, Guillaume Faburel, auteur de Vivre les fournaises urbaines, a étudié les perceptions des habitants des villes du Sud face au dérèglement climatique. Il y a un sentiment d'impuissance, d'abandon vis-à-vis des pouvoirs publics. Et en plus, dans les quartiers, il y a des inégalités de services de proximité, d'accès aux espaces verts, de taux de végétalisation et des logements qui souffrent d'exiguïté et de problèmes techniques. La réverbération du soleil et de la chaleur sur le béton par rapport à son absorption par des végétaux, effectivement, ça doit pas être la même à encaisser. À nous, il y avait encore un petit coin vert là où je suis, mais du coup, non, ils ont mis d'autres tours à la place. Mais je comprends, moi, faut bien loger des gens, quoi. Lors de la canicule de 2003, le département de Seine-Saint-Denis, le plus pauvre de France métropolitaine, a été parmi les plus touchés, avec une surmortalité de 160% selon l'INSERM. Je suis content de ne plus être dans le 9-3 du coup. Hein. Je suis fan de Steven Universe, peu de gens connaissent. Ah, je t'avoue que je connais pas Peridot. L'injustice climatique règne, le terme est lâché. Les classes populaires, avec des modes de consommation plus économes, ce que Guillaume Faburel appelle l'écologie populaire, que ce soit conscientisé ou pas, sont les moins responsables des rejets de gaz à effet de serre. Bah oui, que par exemple le jet à Nono, hein, Bernard Arnault, que même pour faire 30 km, il prend son jet. On l'avait vu. Mais les plus touchés par le dérèglement climatique. Ouais, c'est pas de votre faute, mais c'est vous qui allez en souffrir le plus. Comme souvent, c'est bien fait. Selon les économistes Lucas Chancel et Thomas Piketty, la moitié la plus pauvre des habitantes et habitants de la planète ne produit que 10% du CO2 rejeté dans l'atmosphère. La mer a longtemps servi un usage professionnel aux pêcheurs. Ce n'était pas drôle, les gens en mouraient. Dans les années 50, c'est devenu récréatif et ça a été récupéré par les classes favorisées. Analyse, alors c'était pas dès les congés payés, pour la France en tout cas. Peut-être dans les années 50 de façon globale, on verra un sujet de France Culture là-dessus juste avant. Petite capsule de 4-5 minutes. Analyse William Huet. Enfant de l'île de Groix, dans le Morbihan, il a longtemps regardé la mer de loin. Puis il est devenu... Putain, dans le Morbihan, c'est pareil, Attends, pourquoi la mer de loin alors que t'es sur une île? C'est pareil contre-intuitif aussi. Puis,
Il est devenu instituteur dans l'école primaire de la Cité du Mail, à Marseille. Sur une classe de 35 élèves, peut-être 5 vont à la mer régulièrement, déplore-t-il. Avec sa compagne Gilles Deveau, ils ont l'idée de faire grimper d'ex-élèves sur son bateau et créer l'association Atoup. Ici à Bordeaux, nous c'est encore différent. Moi, si j'ai des potes qui peuvent, qui vont sur le bassin, bah ouais, je les suis. Là, il y en a pour 45 minutes de voiture aller, 45 minutes de voiture retour quand même. Et il y a un bus qui fait la navette, nous. Alors déjà, il faut que moi, de ma banlieue, j'aille jusqu'au centre-ville de Bordeaux. Ce qui se fait déjà, il faut que je fasse au moins un changement. Une fois au centre-ville de Bordeaux, il faut que j'attende un truc qui vient une fois toutes les 2 heures et qui met plusieurs heures à rejoindre la... Donc en fait, en pratique, si tu dois faire l'aller-retour, bah même en partant le matin assez tôt, bah tu profites pas vraiment d'une journée sur la plage, quoi. Bref. Après, nous, on est un peu plus loin, c'est normal. Mais Marseille, on s'y attendrait pas, quoi. Du coup... Avec sa compagne, ils ont l'idée de faire grimper d'ex-élèves sur son bateau et créer l'association Atoup. Bassam Mohamed Ali a fait partie des premiers à monter sur le Bigorneau, le bateau de l'association. Originaire de la cité de la Paternelle, c'est à 21 ans qu'il a posé le pied pour la première fois sur l'île du Frioul, on en parlait tout à l'heure, au large de Marseille. J'ai su très tard qu'on pouvait y aller avec des navettes maritimes, sans l'école ou sans bateau privé, raconte-t-il. Selon William Huet, la mer a été confisquée aux pauvres. On va voir jusqu'à quel point ça peut aller. Hein. Sur les îles du Frioul, les mecs du port demandent aux mômes ce qu'ils font là. Et ne les croient pas quand ils répondent qu'ils sont sur un bateau amarré dans le port. Il y a une... Ouais, vous l'avez volé le bateau, c'est ça? Je sais, ça doit être ça le sous-entendu. Il y a une reproduction sur le littoral des apartheids sociaux et dans la région. Chacun défend son précaré. À Marseille, Marsactu avait révélé des propos racistes tenus par l'ancien président chargé de la gestion du port de la Pointe-Rouge. L'été dernier, c'est l'association SOS Racisme, ça on va le regarder à la fin de l'article, qui avait accusé de discrimination plusieurs plages privées de la Côte d'Azur à la suite d'un testing à la location des transats. Une chance que les parents de Bassam connaissent, sachant que les plages privées, des fois, elles se réduisent aussi comme peau de chagrin. Il me semble que tu as une portion minimale qui peut pas être privatisée, mais... Et que du coup, quand elles sont blindées, en fait, t'as pas forcément trop le choix, j'imagine. Nous, à Bordeaux, heureusement, on n'a jamais eu besoin d'avoir des recours à des plages privées, des trucs comme ça, quoi. Une chance que les parents de Bassam connaissent suffisamment son ancien professeur de CM2 pour le laisser prendre le large, étant donné les trucs de testing qu'on va voir. Il n'avait pas trop confiance dans le centre social. L'aventure ne coulait pas de source pour le jeune Marseillais, qui a aujourd'hui développé une passion pour les grands espaces que peut offrir la ville. On se dit que la randonnée, le bateau, c'est des trucs de riches. Pourtant, la première fois que j'ai réussi à faire bouger ce gros morceau de bois, j'ai réussi à me sentir complètement libre, à briser toutes mes chaînes. Il faut qu'on sorte plus les quartiers. Il faut qu'on sorte plus les jeunes des quartiers. Pardon d'avoir écorché la conclusion de ton article, Sophie Bourlet, qui rapportait des propos de Bassam Mohamed Ali, je sais pas, ou si c'est William Huet, en l'occurrence. On va regarder du coup la vidéo sur le testing qui est assez éloquente, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre en attendant? Petite ville, 50 000 habitants. Ça parle de quoi? De Lorient? 60 000 plutôt. En tout cas, oui, c'est connu Lorient, sur le coup. Alors, du coup, petite capsule de 2 minutes 50. J'espère que ça passe en termes de copyright. C'est complet? Donc voilà, ils essaient de... Ouais, et on leur dit c'est complet. Donc là, ils vont nous expliquer exactement comment ils ont fait, leur testing. On vous envoie par couple, un homme, une femme, pour chaque groupe. On commence avec le groupe de personnes noires, puis le groupe de personnes maghrébines. Évidemment, il faut, en termes de logistique, envoyer les blancs en dernier, sinon on ne peut rien prouver. Puis le groupe blanc à la fin, qu'on appelle le groupe contrôle. Équipé d'une caméra cachée, le couple noir se présente à une plage. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça serait pour prendre 2 transats, s'il vous plaît. On est complet, monsieur. Vous êtes complet? Pour l'instant, je sais que ça paraît vide, mais sur le plan, on est complet. C'est fou, en plus, il se rend compte, la fiche de programmerie qu'il est en train de dire, tu vois. Donc, ouais, j'ai bien conscience qu'on dirait il y a son père, tu vois, mais non, désolé, pas pour les noirs, visiblement. Désolé, en tout cas. Désolé. Merci beaucoup. Quelques minutes après, le couple maghrébin essuie aussi un refus. La Côte d'Azur serait raciste. Ah oui, spoiler, pardon, oui, on n'avait pas prévenu les gens. 2 transats sur la plage. C'est complet? Complet jusqu'à dimanche prochain.
Mais lorsque le couple blanc se présente 2 minutes après, et je crois qu'il y a même une image où on les voit se croiser. Hein. Bonjour, on n'a pas de réservation, on est 2 personnes. Vous êtes à l'hôtel? Non. Et en plus, ils essayent presque de se faire recaler. On n'a pas de réservation, on n'est pas à l'hôtel. Ils arrivent pas en disant bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir... Non, ils disent bonjour, alors on sait qu'on n'a aucune raison d'avoir des places. Donc ils se présentent presque défavorablement exprès, tu vois. Donc limite ça pourrait biaiser le testing, mais le biaiser de façon à aider les plages privées, de façon à ce que le couple blanc se fasse un petit peu plus recaler. Mais c'est pas le cas. Hôtel Joanna, non? 2 personnes? Non. Oui. J'ai bien conscience d'être l'ordure, mais là, hein, bon. Ouais, vérifie. On va les mettre ici. Vous pouvez nous montrer d'abord où c'est? Enfin, en plus, ils font un peu genre les mecs relous. Ouais, nous montrons. Peut-être on va changer d'avis. Peut-être, ça dépend. Est-ce que la place elle est jolie ou pas? Et accompagnez-nous. L'équipe de la plage du coup parvient à leur trouver une place. Et alors ils ont fait le même constat sur une autre plage privée. Alors sûrement après des rapports de ah c'est bizarre, nous on est toujours recalés alors que on a des potes blancs, ils nous disent que non, eux, ils sont pas fait recaler, on soupçonne que. Donc sûrement c'est suite à des signalements, c'est pour ça qu'ils ont target ces plages, j'imagine. Il y a des prolos sur la Côte d'Azur, j'en apprends beaucoup sur ce stream, tu as vu Flocopo. Donc ça c'est le couple maghrébin. Pour l'instant je suis complet. Bon là ils avaient genre une exigence un petit peu de place, si possible devant. Bon pas une exigence en mode c'est ça ou rien. Mais... Il n'y a pas de 2 transactions? Pas de transactions. Non, même pas 2. Est-ce que ça serait possible d'avoir le couple blanc? Je crois qu'on est complet, mais je vais voir quand même. Alors à tout le monde on répond on est complet, mais par contre on trouve des places aux blancs et pas aux autres. Sûrement aussi que c'est pas parce que c'est pas la décision. En fait, la personne qui fait le truc, il est peut-être pas censé être physio et qui va demander à quelqu'un qui valide, qui dit ouais non le couple là-bas, eux, ouais non eux non c'est mort. Sur le ponton, si ça vous va. Sur le ponton si ça vous va. Ouais, le ponton c'est un droit de... Je sais pas si le ponton c'est une place stylée ou pas. Musique très épique quand même les gens. Donc ils vont tenter de faire condamner les 2 plages privées. C'est important d'organiser les testings aujourd'hui parce qu'on a l'impression que... Aurore Barbier, chargé de projet SOS Racisme. On peut rien faire face au racisme, que de toute façon c'est banalisé, que un des premiers partis de France propage des idées racistes et que de toute façon ça sera comme ça et que c'est un peu une fatalité. Alors que concrètement on a les outils juridiques pour faire condamner les établissements et les entreprises qui discriminent. Et en fait on veut montrer que les discriminations c'est pas seulement toute l'année dans le cadre du travail, du logement, de la vie quotidienne. Ah, c'est aussi dans le loisir évidemment. Même jusque dans les vacances. Et en fait en France en 2022, quand on est noir ou arabe, on peut pas tranquillement aller à la plage sans avoir l'épée de Damoclès du racisme au-dessus de la tête. Eh bien merci pour ce sujet du coup que nous a mis en lien Mediapart et j'avais un ultime fragment vidéo à vous proposer avant de vous faire monter en vocal si vous le souhaitez, point d'exclamation Discord si vous voulez nous parler de vos traités à la cité ou pas. Évidemment, eh bien vous pourrez. Saviez-vous qu'avant le 19e siècle, la plage n'existait pas? Du moins, elle n'était pas considérée comme un lieu public à part entière. La plage n'existe pas, c'est un espace géographique que les gens ne voient pas. Voici pourquoi. Avant les années 1820, vous n'auriez sûrement pas eu l'idée de vous y allonger, vous y baigner ou y regarder les vidéos de France Culture. Pendant longtemps... Allez, presque abonnez-vous, mettez la cloche, bien joué. La plage était très peu fréquentée, elle était même crainte. C'est le lieu des naufrages, c'est le lieu de la mort. Ouais, les monstres, souvent ils étaient associés au milieu marin, les monstres des mers, les kraken et tout ça quoi. Un lieu qui va être associé aussi aux monstres, il suffit de regarder les cartes du Moyen-Âge ou même de la Renaissance. Au centre des océans, on va placer des petits monstres marins, des diablotins pour montrer le danger que représente la mer. J'aimerais un réact de la click-faf de YouTube sur cette vidéo, le testing. Juste pour voir quelle explication claquée au sol ils peuvent sortir. Oui, les sirènes aussi, la brestoise. Même les choses qui sont décrites comme n'étant a priori pas monstrueuses le sont aussi. Cette vision entraîne les savants du 18e. Peut-être un truc un peu sexiste aussi dans le fait que... Non, il y avait des sirènes hommes aussi, ça s'appelait pas les sirènes, je sais plus. Siècle à penser que la mer peut être une cure pour les personnes considérées comme folles. La brutalité du bain était pour eux un moyen de guérison. On va emmener les patients,
attachés par une corde, les uns Oui, donc c'était pas un truc très volontaire. aux autres, avec des infirmiers pour les immerger très brutalement dans les vagues. On n'y va pas petit à petit, hein, on y va d'un coup et on les bloque sous l'eau. 15 voire 30 secondes, le temps de réciter 3 Ave Maria. Ah, d'accord, oui, bon, alors tu m'étonnes, les gens, ils étaient pas ultra chauds, tu vois, on te met, ouais, c'est du BDSM avec de la religion et tu te noies en même temps, bon, en espérant une guérison prochaine. Cette vision thérapeutique de la mer est portée par le médecin anglais Richard Russell en 1750 et le français Hugues Marais en 1769. Les aristocrates vont donc aussi la voir comme un médicament. Une société de bord de mer autour de la guérison va se construire, mais la baignade... Il y a un truc qui déconne avec leur son. France Culture, vous êtes une radio, hein, ça doit pas saturer et avoir des gros écarts comme ça. Pas de compression, n'est pas encore une activité commune, et cette réticence se voit dans les tenues de bain, bien loin du short ou du bikini. On met des combinaisons extrêmement épaisses, parce qu'on a encore un peu peur de l'eau. On utilise des cabines qui vont être tirées par des chevaux pour aller jusqu'à la mer. Et en fait, il y a toute une précaution presque de cosmonaute pour appréhender... Bah ouais, c'était l'inconnu de l'époque, avant qu'on aille faire Mumus dans l'espace, bah c'était quand même les océans. C'était le truc le plus inconnu de la planète, et puis il n'y avait pas de au-delà de la planète. Enfin, on savait que ça existait, mais de là y aller, peut-être pas. Cet espace qui fait encore peur. Certains vont... Quand j'y allais faire Mumus dans l'espace, je suis pas du tout contre l'exploration spatiale, tout ça. Tout de même expérimenter la baignade pour leur simple plaisir. Alors les premiers à le faire vont être traités de fous. Hein. La duchesse de Berry en 1824 qui se baigne à Dieppe en compagnie du maire, d'un médecin, et on l'accompagne jusqu'au vagues. C'était une attraction, alors les gens regardaient la duchesse aller se baigner, c'est fou. Dans une tenue en combinaison. On fait sonner le canon quand elle entre dans les premières vagues, et il y a tous les Diepois et les Diepoises qui observent cette immersion, et on trouve la duchesse complètement fantasque. Si les aristocrates les plus téméraires se baignent, ils ne sont pas les seuls. Les historiens trouvent des traces quand même de ce qu'on appelle un peu les baigneurs sauvages, à Carole, à Granville, à Bayeux, une population locale qui se réunit pour se baigner. La plage comme lieu de plaisir se démocratise petit à petit, les stations balnéaires se multiplient vers la fin du 19e siècle, et l'avènement des congés payés en 1936 permet aux classes moins aisées de profiter des côtes. Mais la tenue reste encore très codifiée. Jusque dans les années 40-50, on avait encore des sur-maillots de bain ou des épaisseurs autour de la taille pour éviter de voir les cuisses, les seins apparaître. On va avoir l'apparition de maillots de bain à rayures verticales, pour essayer de cacher certaines zones du corps qui pouvaient apparaître par transparence. Ce qui fait que le maillot de bain se transforme presque en barreau de prison. Cet emprisonnement ne se remarque pas chez les artistes. Les impressionnistes font de la plage un paysage qui mérite d'être peint. Elle a aussi sa place dans la littérature, en inspirant Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1919, deuxième tome de À la recherche du temps perdu. L'époque d'un rivage terrifiant s'éloigne, la plage devient même propice aux histoires d'amour. C'est le lieu romantique, c'est le lieu presque aussi de l'érotisme. Il suffit de regarder les clips. J'avoue, est-ce que vous n'avez pas rencontré une personne sur la plage dans votre vie? Musicaux, la pop, Shakira, Nicki Minaj. Salut le pouvoir courant. Oula, non, ça c'est... il y a du copyright là. La femme désirable et de la plage constamment. Ça remonte à Botticelli et la naissance de Vénus. Et je trouve que dans les clips pop, Ça aussi, est-ce que les tableaux d'il y a plusieurs siècles, ça passe voir réellement cet héritage de Botticelli. De quoi faire de la plage un lieu où la création est rendue possible, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si certains ont écrit leur livre sur une plage. Éloge de la plage, justement, de Grégory Lecloc, qui venait commenter pour France Culture ici avec un mixage audio inexistant, hein, France Culture. Si vous souhaitez recruter quelqu'un pour s'en occuper, n'hésitez pas. Eh bien, merci d'avoir suivi cette capsule en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à venir sur Twitch, évidemment, pour participer en radio libre, comme vous allez peut-être le faire, si vous souhaitez nous raconter votre été à la cité. Ou pas.